Bonjour Emmanuel. Bonjour Henri. Comment allez-vous? Très bien et vous? Ça va. Bon. Alors, de quoi vous allez nous entretenir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très triste, qui n'a rien à voir avec les problèmes que connaît la France au Bataclan, mais qui est très triste. Donc il s'agit de... L'événement s'est produit il y a 15 jours, 3 semaines, vous en rappelez sans doute. Un avocat, maître Skilipiti, a d'abord agressé le bâtonnier de Melun, je crois, ou de Meaux, et ensuite s'est donné la mort. Ce monsieur a laissé un ouvrage posthume, qui est ici, qui s'appelle Journal indélicat, Joseph Skipiliti. Voilà. Donc cet ouvrage, en fait, il est paru le jour de sa mort sur Internet, avec un lien. Moi je l'ai tiré, je l'ai scanné et j'en ai fait un lien que je vais vous mettre sur la vidéo, parce que je trouve ce document très intéressant et je trouve l'histoire de cet homme très intéressante. Une histoire triste mais très intéressante. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet homme s'est donné la mort? Pourquoi a-t-il essayé de supprimer le bâtonnier de son tribunal? Donc, de son barreau. De son barreau, ouais, pardon. Donc cet homme était un enseignant qui a eu le souhait de devenir avocat parce qu'il pensait que c'était une profession respectable. C'est un homme qui avait probablement envie de justice, enfin qui croyait sans doute à la justice. Et donc il a fait les démarches nécessaires, il a fait les études nécessaires, il a été avocat. Et là, il a eu une première déception. Je pense qu'il croyait aussi, il croyait en deux choses. Il croyait que l'avocat avait une utilité de justice et il croyait que l'avocat avait un statut social. Et donc il est tombé de haut parce que il a perçu que la justice à laquelle il croyait, qui est la justice, ce qu'on appelle la justice des hommes, n'avait pas un rapport tout à fait étroit avec la loi et le droit, qui n'est pas la justice des hommes, qui est la justice du pouvoir. Bon, du pouvoir que la société s'est donné, hein, qui essaie de s'approcher de la justice des hommes, mais qui n'y arrive pas. Et donc ça a été une première déception. Et puis sa deuxième déception, surtout, ça a été au niveau de son statut. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'il croyait et ce que croient la plupart des gens, le statut d'avocat est un statut de misère. De misère parce que l'avocat n'est absolument pas respecté par les magistrats, ça c'est certain. Son temps n'est pas respecté, son activité n'est pas respectée. Et ils ne sont même pas respectés entre eux. Hein, alors, entre eux c'est différent, et entre eux ils sont en situation de concurrence, puisqu'ils sont, je crois qu'ils sont 50 ou 60 000, enfin ils sont ou 40 000, enfin ils sont un nombre incalculable, qui fait qu'en réalité, ils ont du mal à vivre de leur métier. Et une grande partie vit très mal. Mais on prendra la partie matérielle après. Ce qui apparaît surtout, c'est cette espèce de supériorité qu'affichent les magistrats, qui fait que ces magistrats n'ont pas de respect pour le temps des avocats. Les avocats ont une perte de temps absolument phénoménale. Ils arrivent au tribunal à une audience, par exemple, à 14h, ils vont passer à 17h, à 18h. C'est incontrôlé, pendant ce temps-là, ils ne font rien. Donc, si vous voulez, et or, monter un dossier, c'est passer beaucoup de temps. Ensuite, à leur cabinet, le téléphone les dérange constamment. Donc, ils sont vraiment dans une situation de pression constante. En même temps que cette pression, ils ont une perte de temps énorme et au bout, très peu de revenus. Ce qui fait que c'est une activité de façade, mais qui, dans la réalité, est assez... Je pense souvent à cette image que donnent les corridas en Espagne, où le garçon qui s'agite au milieu, en bas, est en règle générale, le toréador est un ancien garçon vaché, un ancien vaché, quoi, hein, qui, pour sortir de son statut, a été allé défier les taureaux, et défie les taureaux devant la bourgeoisie. Et donc, cette bourgeoisie lui demande de plus en plus d'efforts, de plus en plus de pirouettes, pour pouvoir avoir un petit sourire, ou avoir la queue, ou les oreilles. Et le reste du temps, il n'intéresse pas. Bon. L'avocat, c'est pareil. Les magistrats, l'avocat, c'est pas grand-chose. De temps en temps, un avocat, Dupond-Moretti, un autre, enfin, un avocat prend le pouvoir, et à ce moment-là, les magistrats, mais c'est
Ils font cas. Ils en font cas. Voilà. 3 avocats par génération. Point. Tout le reste, voilà. Donc ça a été sa première déception. Ce qui l'a mis en conflit avec le bâtonnier de son barreau, dont il trouvait que le bâtonnier ne défendait pas assez l'honneur, en quelque sorte, la dignité des avocats, auquel il était très attaché, puisqu'il avait fait des efforts en vue de cette dignité, en passant du statut d'enseignant, qu'il trouvait sans doute pas très digne non plus, hein, et donc il cherchait à être respecté. L'enseignant n'est pas vraiment très respecté, et donc il s'est aperçu que l'avocat non plus. Voilà. Donc ça c'est le premier point qui l'a un peu désespéré. Mais je pense que ça n'aurait pas entraîné son action et son décès. Et ce qui est arrivé après, c'est que il a essayé de sauver sa façade, et puis comme il ne gagnait pas d'argent, à un moment donné, il a fini par plus remplir ses imprimés du fisc. Que le jour où vous ne gagnez rien, et vous savez que vous ne gagnez rien, vous n'êtes pas motivé à remplir des papiers tous les mois, tous les ans, etc. Donc il a fini par avoir un peu de laxisme dans ses imprimés, et il a eu en échange de ça, évidemment des impositions d'office, dont il a pensé qu'il allait se sortir facilement en allant discuter, dont il ne s'est pas sorti. C'est-à-dire que le fisc a fini par lui mettre sur le dos des sommes invraisemblables. Par exemple, on lui demande 40 000 euros de TVA, peut-être qu'il n'avait pas déclaré ceci ou cela, alors qu'en fait, il faisait moins de la moitié de chiffre d'affaires. Donc c'est absurde, sachant que la TVA n'est que 20% de chiffre d'affaires. Donc vous imaginez le différentiel. Donc cet homme n'avait pas compris, les rapports aux magistrats qui sont... il n'avait pas compris qu'en s'installant avocat, il allait faire partie des 3 millions de Français qui créent des richesses et qui ont sur le dos à faire vivre 20 personnes, puisqu'on est 60 millions et qu'il y en a 3 millions qui créent des richesses, donc qui sont entrepreneurs. Donc étant avocat, il était entrepreneur, profession libérale. Donc il n'avait pas compris ça, il n'avait pas compris qu'il était face à 57 millions de gens qui sont hyper protégés, soit parce qu'ils sont salariés. À un moment donné, dans son testament, il explique, si vous voulez, que il est dépourvu parce qu'au moment où il n'a plus rien pour vivre, il s'aperçoit que, évidemment, il n'a pas de chômage et qu'évidemment, il n'aura même plus d'assurance maladie. Un salarié, même un clochard, il est toujours assuré pour la maladie et il a toujours un minimum vital. Un avocat qui n'a rien, qui ne gagne pas d'argent, il n'a plus de minimum vital et il n'est plus assuré pour la maladie, sauf s'il se déclare clochard. Oui, il faut qu'il aille au RSA. Voilà, hein. Donc c'est quand même terrible. Donc il est face donc à ces gens qui sont dans un confort. Et alors, on parle là des salariés ordinaires, mais vous imaginez le fonctionnaire. Donc vous imaginez le tribunal qui est rempli de fonctionnaires qui en plus quand même se la pètent vraiment. Et donc il est en but à la morgue des greffiers, enfin, mais même des petites mains, quoi. Y compris si un jour vous avez l'occasion de téléphoner à un tribunal, vous verrez, la téléphoniste, vous mettrez 1h15 pour la voir. Et quand vous l'aurez, il ne faut pas lui poser une question compliquée, parce que sinon, ça va vous raccroche au nez. C'est comme ça que ça marche. C'est vrai, oui. Voilà. Donc, si vous voulez, il souffre de ça. Et tout d'un coup, le fisc là-dessus le ruine. Bon. Et quand il est ruiné à un point où, là, c'est sans retour, puisqu'il va être obligé de se désinscrire. Enfin, il va être désinscrit du barreau. Bon. Donc, à ce moment-là, il croit, on sent bien qu'il croit qu'il va pouvoir s'expliquer. Il ne se rend pas compte, de la même manière qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il était face à des gens protégés, qu'il était lui tout nu et qu'il fallait qu'il en porte 20 sur son dos, de la même manière il ne s'est pas rendu compte que le fisc a deux facettes. Le fisc a une facette à peu près normale où il encaisse des impôts, et puis il a une facette de terreur. C'est-à-dire le fisc, pour être sûr d'encaisser des impôts, a mis en place une terreur fiscale. Et la terreur fiscale, ça consiste à tuer en place publique des gens qui ne doivent pas ce qu'on leur demande, mais qui sont impuissants à se défendre. Donc ces gens vont être donc assassinés en place publique, parce que ça se sait. Vous imaginez cet homme, quand il a reçu des TVA à 40 000 euros qu'il ne devait pas, ou quand on l'a allumé en lui disant « vous n'avez pas fait vos déclarations, donc on vous impose sur le revenu qu'on pense que vous avez complètement fictif ». Plus la mauvaise foi, plus les pénalités. Donc la machine se met en route. La machine se met en route, lui met des dizaines de milliers d'euros sur le plateau qu'il ne peut évidemment pas payer, et elle le sait, et la machine sait qu'il va en parler autour de lui, et que donc ça va terroriser. D'ailleurs, la preuve, il finit quand même par se supprimer, on en a parlé une journée, terminé. Pas un mot dans les journaux, pas un mot nulle part, alors qu'il a écrit un ouvrage, c'est un testament, bon c'est pas un vrai livre, mais c'est quand même intéressant, c'est assez poignant quand même, à la trappe. Donc si vous voulez, voilà un homme qui est ordinaire, qui est comme nous tous, hein, qui
qui fait partie des 3 millions de Français qui sont entrepreneurs, qui fait partie des millions de Français qui sont terrorisés volontairement par le fisc, qui répand donc cette terreur fiscale, qui sont victimes de terreur fiscale, et personne ne dit rien, et il disparaît, et il va donner un coup de pistolet, il va essayer de tuer le bâtonnier, parce qu'il est en bis-bis avec le bâtonnier, mais surtout, il l'explique parce qu'il veut que son suicide ne passe pas inaperçu. Et donc il espère que par cet acte, on va en parler. Pas du tout. Non, son suicide sera passé inaperçu. Complètement. Alors qu'au même moment, il y a, dans la même journée, probablement, plusieurs personnes, et sur une année, il y a des centaines de gens qui se suicident à cause de ça. D'entrepreneurs, d'agriculteurs, tous ces gens qui sont indépendants, non protégés, qui ne sont pas dans les 57 millions protégés, tous ces gens, ils s'en tuent 200 ou 300 par an. Enfin, je ne connais pas les chiffres exacts, mais c'est de cet ordre-là. Donc, si vous voulez, c'est largement aussi violent que les drames que nous avons traversés. Et oui, mais touche... ceux-là, ils sont en silence. Oui, mais ça touche des gens qui pareil, ils sont pour rien. Cet homme, il est sincère, il est pas du tout, c'est pas du tout un tricheur, c'est pas un voleur, c'est pas un marginal, c'est pas un délinquant, c'est un homme ordinaire qui n'a pas compris que quand il partirait de son statut, il fallait qu'il ait les épaules pour faire vivre 20 personnes en plus de lui, il n'a pas compris ça, et puis qui n'a pas compris que le fisc était un prédateur, mais était surtout un dictateur qui génère la terreur. Donc je trouvais que c'était intéressant. Donc vous allez trouver sur ce billet, sur cette vidéo, en dessous de cette vidéo, vous allez trouver le lien qui va vous permettre de lire cet ouvrage. Je pense que c'est intéressant à lire, l'homme... Oui, c'est pas mal. Vous allez trouver des choses. Alors, bon, au début, le premier tiers, c'est pas très intéressant parce qu'il fait part de ses... comment dire, de son aigreur. Mais après, ça disparaît, ça. Et après, il est vraiment sincère. Hein, donc c'est assez intéressant. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que je pense que si nous n'en parlons pas, ben cet homme a disparu, avec tous les problèmes qui l'ont fait disparaître, et tout ça est absorbé par le ventre mou de ce pays. Après, j'avais autre chose. Ah oui, ben voilà, c'était tout. On n'avait pas autre chose à voir. Non, simplement que la conclusion, que cet homme, comme un architecte, enfin, qu'on avait il y a quelques années, s'est suicidé en fin de compte par l'incroyable, comment dirais-je, l'incroyable pression du fisc. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Voilà, donc il y a le RSI aussi qui est pas mal dans certaines professions, mais le fisc est toujours en embuscade, et une fois que vous l'avez sur le dos... Mais c'est pas, enfin, moi je sais pas, c'est pas qu'une pression, Emmanuel. Ce qu'il faut bien qu'on comprenne dans cette affaire, c'est que le fisc sait qu'il le tue. Oui, bien sûr. Parce qu'il va se plaindre, il va s'expliquer, il va expliquer qu'effectivement il n'a pas rempli les papiers, mais qu'il était débordé. Je veux dire, n'importe quelle personne censée est obligée de dire, ben oui, effectivement, on peut comprendre ça. Mais lui, le fisc est parfaitement conscient de ce qui arrive. Oui, mais ça... Et quand le fisc le tue, le fisc sait qu'il l'amène au suicide. Le fisc est parfaitement conscient de l'amener au suicide, c'est certain. Oui, mais voilà. D'ailleurs, je veux dire que sur le blog, on reçoit beaucoup de témoignages, qu'on ne publie pas d'ailleurs, de cas similaires. Oui, de gens désespérés. Et puis des gens vraiment qui ne sont pas des petits entrepreneurs, des petits... Donc je veux dire que cette désespérance, c'est une stratégie de la part du fisc. Attendez, excusez-moi. Je crois que ça doit être moi. Ah bon? C'est fini. Bien, nous avons eu un petit incident de téléphone qui a sonné. Bon, donc... Et qui a insisté. Donc c'est de ma faute. On a été répondre. Oui, donc on était en train de dire que il faut bien que les gens sachent que le fisc sait que les gens vont se tuer. Le fisc n'ignore pas, parce que cet homme qui était désespéré a fait part de sa désespérance au fisc, qui sait parfaitement. Hein. Donc au moment où le fisc laisse une personne comme ça suicider, ce qui arrive régulièrement quand même, il le sait parfaitement. Oui. Donc il sait très bien que cette terreur qu'il répand, il en connaît les conséquences, c'est en toute connaissance de cause qu'il sait, et que c'est ce qu'il doit considérer comme des dégâts
légitime pour lui, nécessaire pour lui, de manière à ce que personne ne dise rien et que personne ne vienne rouspéter, que tout le monde paye. C'est tout, voilà, c'est une chose très claire. Hein. Donc cet homme n'est pas, je dirais que, pour moi c'est un meurtre. Oui. Voilà. C'est un meurtre fiscal. Alors un meurtre fiscal, c'est pas un meurtre direct, c'est pas, évidemment, on va pas aller poursuivre les gens pour meurtre fiscal, enfin, je sais pas, ça n'existe pas, je crois pas. Ça devrait. Non, je sais même pas, mais enfin, c'est une réalité. Voilà, il faut quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Le meurtre fiscal est une réalité dont l'État est parfaitement responsable. Voilà, parce que l'État sait quand les gens commencent, l'État aurait parfaitement les moyens. Quand les gens commencent à dériver fiscalement, à avoir des problèmes, l'État en est parfaitement conscient et pourrait avoir une attitude complètement différente de celle qu'il a. Donc oui, parce que le problème, non seulement on vous demande quelque chose que des fois vous ne devez pas, puisqu'on prend cet exemple de TVA, bon, mais en plus, on vous rajoute pénalité, mauvaise foi, et donc vous avez une sauce, vous avez une somme qui devient monstrueuse. Non, mais à partir du moment où vous résistez, ou à partir du moment où votre cas devient... on vous tue volontairement. Voilà. Alors, on ne vous tue pas, mais c'est vous qui vous allez être amené à vous tuer vous-même, parce que soit on vous tue socialement, c'est-à-dire vous disparaissez, et puis vous devenez effectivement rien, vous avez la mort sociale, soit si vous ne supportez pas cette mort sociale, vous vous donnez votre propre mort, et on vous a tué, comme c'est tout. Mais ce que je veux dire, ce qui est important, c'est que le fisc le sait parfaitement. Voilà. C'est pas quelque chose qui les surprend. Tous les ans, ils tuent des gens. Et ils le savent, ça fait partie de la terreur qu'ils installent. Ça, il faut en être parfaitement conscient. Voilà. Alors c'est comme ça, pour l'instant, c'est accepté puisque ça fait vivre... Oui, c'est accepté. Ça fait vivre 70% de la population qui pense... Tous ces gens qui croient qu'ils vivent grâce au fisc et grâce aux impôts, alors qu'en réalité ils vont tous dans le mur et tout ça va s'effondrer, c'est un autre problème. Oui, c'est bon, il ne le voit pas, voilà. Bien, donc on en reparlera, bien sûr. Oui. Hein. Alors après, pour finir notre causerie, donc je vous conseille de lire cette chose qui s'appelle « Je suis pilgrim ». Alors « Je suis pilgrim », voilà, je vous montre, c'est assez intéressant. Donc c'est un livre qui est écrit par un scénariste d'Hollywood qui s'appelle Terry Hayes, je sais pas comment on prononce. Et donc c'est intéressant parce que si vous voulez, c'est une histoire de terrorisme et c'est très intéressant parce que c'est un peu les dessous c'est un roman, hein, donc c'est pas un livre d'histoire, hein, mais c'est les dessous du terrorisme et pourquoi le terrorisme et comment. Alors ça part d'Afghanistan et en fait ça part effectivement de l'Arabie Saoudite, hein, c'est-à-dire de la violence qui existe en Arabie Saoudite, qui est un pays hyper violent, hein, où les gens sont condamnés à mort pour un oui, pour un non. Et cette violence n'a... Où on décapite à tour de bras. Oui, cette violence a pour origine la richesse qu'ils ne veulent pas partager, et donc pour outil, la religion. Donc, la religion est l'outil, la richesse est le motif, et à la fin, le dérèglement intellectuel est total. Donc c'est assez intéressant, c'est un roman, mais c'est assez intéressant, c'est agréable à lire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bien, Emmanuel, donc oui. À bientôt. Après tout ça, oui. À Allez, bientôt. Au revoir.